Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale qui porte sur la nouvelle politique africaine de la France. Le président français Emmanuel Macron a donné des nouvelles orientations de sa politique française en Afrique avant-hier lundi depuis les Champs-Élysées à Paris. Pour tenter de comprendre le fond et la forme de ces discours, nous avons sur ce plateau deux invités, pas de moindre. À ma gauche, nous avons Jonathan Tuntumgom, docteur en géopolitique et géostratégie du pétrole, maître assistant CAMES des facultés, enseignant-chercheur au département de géographie à l'université Omar Bongo, analyse politique. Il poursuit également des recherches sur les questions des industries extractives. Il est également ancien membre du gouvernement, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, notamment les aspects géopolitiques et géostratégiques. L'enseignant Menang, enseignant-chercheur au département d'histoire et archéologie de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Omar Bongo, maître de conférences CAMES en histoire d'Afrique, auteur également de plusieurs ouvrages, lui aussi, notamment Le malaise gabonais, élite et société au Gabon, les travailleurs du chantier forestier du Gabon, le capitaine Armand Nomewa Mboulou, un garde du corps, également 50 ans de recherche historique à l'université Omar Bongo. Donc, avant justement d'entamer le vif du sujet, je voudrais déjà avoir avec vous votre sentiment sur le discours du président français sur la nouvelle politique de la France en Afrique. Alors, Jonathan Tuntum, votre avis sur justement le discours du président français? Bon, je pense qu'il est difficile d'apporter un jugement de valeur sur un discours prononcé par un chef d'État étranger, tout simplement par respect des circonvolutions diplomatiques. Mais je puis dire que, puisque ce discours concernait la politique africaine de la France, j'ai été un tout petit peu gêné du fait que ce discours soit prononcé presque au milieu du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Et une inquiétude qui se justifie par le fait de savoir si ses successeurs demain, qu'ils soient de la gauche ou de la droite ou du centre, pourraient suivre cette même ligne de la politique africaine de la France. Donc moi, c'est mon avis, ce discours aurait été prononcé au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, que cela m'aurait motivé. Autre chose, c'est que le président Mandela disait que ce qui est fait sans nous est contre nous. La redéfinition de la nouvelle politique africaine de la France, décidée à l'Élysée, me laisse un tout petit peu pantois en ce que cette définition aurait été mieux si elle avait été faite entre le président français et les chefs d'État et de gouvernement en Afrique, en tenant compte des opinions africaines aussi. Donc voilà, de prime abord, les avis que je suis tenté de donner par rapport à ce discours du président Macron à l'Élysée avant d'entamer sa tournée africaine qui va le conduire au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Il faut s'y rappeler déjà que le président français avait tenu un premier discours lors de son premier mandat. C'était en novembre 2017 à Ouagadougou, déjà qu'on devait en tenir. Alors, professeur Clotaire Messi-Menang, alors votre avis sur la sortie d'Emmanuel Macron pour sa tournée dans 4 pays africains? Bien, moi j'ai un avis qui relève beaucoup plus de l'analyste que je suis. J'observe simplement que au regard de ce discours, il y a quand même un certain nombre de questions qui moi m'interpellent. La première question, c'est l'opportunité de cette déclaration. L'opportunité, je crois que nous allons revenir dans le cadre de cette discussion. C'est intéressant un peu de regarder dans quel contexte le président français fait cette prise de parole pour parler, pour s'adresser à la fois de mon point de vue aux Africains et surtout aussi aux Français. Ensuite, c'est le contexte. Le contexte, il faut quand même souligner que de manière globale, dans ce fameux précaré, il y a quand même un sentiment anti-français qui émerge, qui est de plus en plus manifeste. Donc je crois qu'au moment où le président français séjourne en Afrique, je crois qu'il était opportun pour lui de s'adresser, n'est-ce pas, aux Africains, afin justement de préciser un certain nombre d'éléments de la politique africaine de la France. Ensuite, il y a la question de ce qu'a dit le président français. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Qu'est-ce qu'on retient en substance de ce discours? Là aussi, ça serait un élément de débat sur lequel nous aurons à discuter avec mon collègue. Et puis, il y a les implications. Qu'est-ce que, dans les lignes du discours, on peut lire comme orientation, n'est-ce pas, de cette nouvelle politique africaine?
Et puis surtout, il y a une autre question qui est majeure et que je n'ai pas encore entendue, en disant un peu les réactions à gauche, à droite. C'est qu'en est-il finalement de la réaction des dirigeants africains? Mon collègue a déjà un peu ouvert la brèche, mais il serait intéressant justement, mon cher collègue, de savoir ce qu'en pensent les dirigeants africains. Le président Macron est tout à fait légitime pour prononcer une déclaration qui vise à faire connaître les intentions de la France dans ses relations avec l'Afrique. Maintenant, il appartient aussi aux Africains de faire connaître les leurs. Voilà un certain nombre de questions qui, moi, me structurent le plus par rapport à cette déclaration. Alors, nous allons rentrer dans le premier sous-thème justement de notre échange, notamment avec Macron à Libreville, pourquoi faire? Mais avant justement de pouvoir discuter, échanger, je vous propose simplement de suivre un extrait. Sophie Yégué, je suis journaliste à Libreville pour une télévision locale TV+. Et je me demandais, comprenez-vous qu'à quelques mois de l'élection présidentielle ici au Gabon, avec un sentiment anti-France qui naît dans qui se propage en Afrique de l'Ouest et qui naît de plus en plus ici, que votre venue puisse susciter des réactions? Alors, je comprendrais si je venais faire un déplacement électoral à finalité strictement bilatérale ou politique. Mais nous irons précisément à Libreville pour faire ce en quoi je crois, c'est-à-dire une grande initiative internationale essentielle en matière de biodiversité, le ministre à mes côtés, très cohérente avec ce que nous avons défendu dans les COP successives, y compris à Montréal, et de le faire dans un pays qui est concerné et que nous mettons en situation de leadership. Regardez ces dernières décennies, on a pris beaucoup de décisions pour les forêts, on les a prises dans beaucoup de capitales du Nord. Alors on peut continuer de décider, de Montréal à Paris, l'avenir des forêts primaires qui se situent en Asie du Sud-Est, dans le bassin du fleuve Congo ou en Amazonie. Moi je trouve que c'est mieux de le faire avec les pays concernés et chez eux. Et donc le sommet de Libreville, puisque c'est ce pourquoi je viens parmi vous avec notre délégation dans quelques jours, est un sommet essentiel sur les forêts, pour lutter contre les déforestations, les dégradations, la perte de biodiversité, parce que la pression sur les forêts tropicales s'accroît. Et donc, fort de ce constat, de l'agenda international que nous avons bâti, nous avons choisi le Gabon. Donc, en organisant à Libreville ce sommet, nous avons souhaité valoriser la richesse des forêts africaines, encore trop méconnues du grand public, et associer d'ailleurs les autres pays du bassin du Congo, qui jouent un rôle essentiel. C'est le premier poumon de la planète. Le bassin du Congo est celui qui séquestre le plus de carbone devant l'Amazonie. C'est aussi un réservoir de vie qui s'étend sur plus de 240 millions d'hectares et qui contient des trésors inestimables de biodiversité. Et ça, il faut le dire, l'assumer, en être fier. Et ce que nous souhaitons faire, c'est créer aussi un modèle qui soit adapté à l'Afrique et qui ne vienne pas se plaquer sur le continent africain. Et donc l'objectif est à cet égard de rassembler ceux qui développent des solutions et les soutenir, avec des scientifiques, des entrepreneurs, des associations, des chercheurs, pour justement avancer. Le Gabon, par exemple, est un pays qui a su développer une politique de gestion forestière efficace, en interdisant l'exportation de bois brut en 2010 et en favorisant une économie qui transforme localement, de manière durable, et qui rémunère mieux sa population. La tournée du président français en Afrique, dans 4 pays sinon, le Gabon, le Congo, l'Angola et la RDC, la République démocratique du Congo. Alors, professeur Clotaire Messi, maintenant, est-ce que vous pensez que finalement, l'arrivée d'Emmanuel Macron vise essentiellement des enjeux de changement climatique, sinon économique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux derrière sa présence dans ces pays qu'il visite aujourd'hui en Afrique? De prime abord, je dirais oui, parce qu'il y a quand même, le président lui-même l'a rappelé, un agenda international qui est là. C'est un forum qui était prévu de longue date. Donc la présence du président français à Libreville se justifie d'abord par cet agenda international. Il y a un sommet sur la forêt qui se tient à Libreville. Et donc le président français, qui était un acteur majeur, n'est-ce pas, de ces rounds de discussion sur l'environnement, a voulu assurer de sa présence à ce sommet. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, maintenant, il y a des analystes qui pensent que derrière cette opportunité, il y a une volonté de la part des autorités françaises de donner en quelque sorte une caution, n'est-ce pas, au pouvoir en place. Hein. C'est comme une espèce de soutien, n'est-ce pas, aux autorités à la veille des élections générales, notamment de l'élection présidentielle, qui aura lieu dans quelques mois au Gabon.
Alors, Jonathan Totumgom, il faut dire que quand même, en dehors de ce sommet du One Forest Summit, il y a eu quand même la COP27. Est-ce que déjà, dans cette grande rencontre justement, qui a fait état justement des questions d'ordre environnemental, est-ce que déjà des questions n'avaient pas été abordées pour justement, on va dire, soutenir les pays africains dans les questions de préservation de l'environnement? Pourquoi ce sommet? Est-ce que ce n'est pas un sommet de trop? Non, mais je pense que quand il s'agit de l'avenir de l'humanité, il ne saurait être question d'un sommet de trop. On est parti du sommet de Rio il y a quelques années, je pense que nous sommes dans les années 1992, il y a le sommet d'Afrique du Sud, il y a les différents COP qui sont organisés, et la dernière COP qui a été organisée à Sharm el-Sheikh en Égypte, effectivement, c'est à partir de Sharm el-Sheikh en Égypte qu'il y a eu décision de co-organiser le sommet de Libreville entre le président français Emmanuel Macron et le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il s'agit surtout dans ce sommet de mobiliser 30 milliards de dollars pour rétribuer des pays qui font un effort dans la captation de carbone, pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre la détérioration de l'environnement. Donc, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas un sommet de trop, puisqu'il y a peu d'empressement des pays industriels à payer, puisque vous savez qu'il y a le principe pollueur-payeur. Et de ce point de vue, nous avons noté une manifestation hésitante des pays pollueurs, notamment les États-Unis et la Chine. Et donc, il s'agit pour le sommet de Libreville de chercher les mécanismes qui fassent en sorte que les pays qui font un effort de préservation de l'environnement soient rétribués. Donc, on parle de 30 milliards de dollars qui sont recherchés pour faire en sorte que ces pays soient satisfaits. Donc, de ce point de vue, c'est une question qui engage l'avenir de l'humanité, et donc on ne peut pas parler d'un sommet de trop. Alors, Clotaire Messi-Menon, quelles sont les retombées possibles justement de ce sommet, en dehors de 30 milliards dont venait de faire état à Jonathan Totumgom, les possibles retombées de ce sommet? En toute objectivité, les retombées sont encore escomptées, hein. On les attend encore, hein, en toute objectivité. Je suis d'accord avec mon collègue, ces sommets ont leur pertinence. Il ne faut pas croire qu'on amuse la galerie en organisant ce type de sommet. La question environnementale est aujourd'hui au cœur des politiques, hein, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient même culturelles ou sociales. Et donc, c'est tout à fait pertinent que le Gabon s'engage sur ce registre-là. Le Gabon étant lui-même partie prenante dans ce bassin, hein, de la forêt du Congo. Et donc, il est important que le Gabon joue ce rôle. Et c'est tout à fait à l'honneur du Gabon que d'être un acteur, que d'être pionnier, que d'être vraiment, d'assurer un leadership sur ces questions d'environnement. C'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, ce leadership ou cette politique que nous menons pour préserver l'environnement ne doit pas nous amener, ne doit pas perdre de vue qu'il y a quand même des questions économiques, et des questions d'ordre social. Voilà. Qu'est-ce que le Gabon espère comme retombée? Pour l'instant, malgré toutes les initiatives que le Gabon a prises, hein, en termes de préservation, de conservation, hein, de la nature, nous attendons encore, nous espérons encore les retombées au plan économique, au plan social. Surtout qu'il ne faut pas oublier que dans ces zones, il y a des populations qui y vivent et qui ont besoin justement d'accompagnement au moment où il y a des politiques, n'est-ce pas, de conservation qui interdisent aux populations, n'est-ce pas, l'exploitation des ressources dans ces espaces protégés. Donc il est important aujourd'hui de regarder la question sociale, de regarder la question de retombées. Et pour l'instant encore, le Gabon n'est pas récompensé à sa juste mesure, comme l'a dit le collègue. Alors, comment expliquer justement à ce sommet du One Forest Summit l'absence du Brésil, qui fait également partie, on va dire, de l'Amazonie, et un des grands bassins des écosystèmes également dans le monde, et de la République démocratique du Congo? Comment expliquez-vous justement, justifiez-vous cette absence au sommet du Gabon? Non, mais je pense que si nous devons regarder les indicateurs politiques, le Brésil vient de connaître un changement de régime. Vous savez, Jair Bolsonaro a quitté le pouvoir et le président Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, a été élu pour une deuxième phase. Et cette élection ne s'est pas passée de la plus belle des manières, en ce qu'il y a eu contestation des résultats de la part des partisans du président Jair Bolsonaro. Et je pense que peut-être cela peut être un facteur explicatif de l'absence du Brésil, parce que le président Lula peut-être voudrait d'abord stabiliser la situation interne au Brésil.
Surtout qu'il a décidé de reprendre en main les questions, les préoccupations environnementales qui avaient été mises à l'écart par son prédécesseur Jair Bolsonaro. Donc, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas en tant que tel l'absence physique d'un chef d'État qui peut remettre en cause l'efficacité ou la pertinence du sommet qui se déroule à Libreville, qui réunit quand même 10 chefs d'État et plusieurs représentants de gouvernement ainsi que des personnalités étant impliquées dans les préoccupations environnementales. Je puis dire que c'est quand même, c'est un sommet, c'est un succès diplomatique de la part du président Ali Bongo qui co-préside ce sommet avec le président français Emmanuel Macron. Donc, ce point de vue, et le collègue a évoqué quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire des interprétations politiques qui sont faites par rapport à la présence d'Emmanuel Macron à Libreville. Ceci dit, je ne comprends pas toujours la posture de certains acteurs politiques africains, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, qui dénoncent en même temps le comportement paternaliste de la France et qui, à chaque fois, voient en la présence de la France un certain soutien ou un désaveu d'une manière ou d'une autre d'un camp ou d'un autre camp politique. L'interprétation qui en est faite aujourd'hui, et le président Macron lui-même l'a dit, qu'il ne vient pas en déplacement, il n'effectue pas un déplacement électoraliste au Gabon. Son déplacement se justifie par l'agenda international qui avait décidé de la tenue de ce sommet depuis la COP égyptienne de Sharm el-Sheikh. Donc, de ce point de vue, il y a ces interprétations au niveau du Gabon qui voient en la présence d'Emmanuel Macron un certain soutien ou un adoubement, je ne sais lequel, de la part du président français à Ali Bongo, qui déjà officiellement ne s'est pas encore déclaré candidat. Donc je pense que ça devrait être à l'honneur du Gabon et des Gabonais de considérer qu'un tel sommet sur l'avenir de l'humanité se déroule au Gabon, et nous devons nous en tenir aux résolutions qui en seront issues. Donc, pour l'instant, nous nous en tenons à cela. Mais c'est vrai que dans le système international, il y a ce qui est dit et il y a aussi les non-dits. Pour l'instant, on préfère s'en tenir à ce qui est dit, c'est que ce sommet respecte le calendrier électoral le calendrier environnemental qui a été fixé depuis la COP en Égypte à Sharm el-Sheikh. Donc, nous pouvons nous féliciter de la tenue de ce sommet à Libreville, puisque le Gabon est impacté par des changements climatiques, tout comme le reste des pays du bassin du Congo. Surtout, nous dénonçons le principe, la non-observance, nous dénonçons la non-observance. Et ces impacts-là peuvent être visibles comment? C'est-à-dire la visibilité des impacts, justement, de ces changements climatiques. Le fait pour le Gabon de conserver plusieurs espaces de son territoire par rapport à la conservation de l'environnement. Vous avez aujourd'hui le conflit homme-faune qui impacte les populations sur le plan social. Aujourd'hui, nous déplorons même des vies humaines parce que le Gabon a interdit, par exemple, les battues des pachydermes, des éléphants, qui causent d'énormes dégâts au niveau, non seulement cause des famines dans nos villages, dans des zones rurales, par la dévastation des plantations, mais aussi il y a des vies humaines qui sont déplorées parce que les pachydermes tuent certaines populations rencontrées. Donc, de ce point de vue, le Gabon mérite d'être rétribué. Le gouvernement, sinon les autorités au niveau de l'Ogué ordonné, si vous voulez. Oui, je pense que je sais que le premier ministre Alain Claude Bilé-Bizé a pris une importante décision, celle de proposer au chef de l'État la signature, un décret ou un arrêté qui autorise les battues administratives. Mais cela n'empêche pas de reconnaître qu'il y a des dégâts causés par ce conflit homme-faune qui découle donc de cette histoire de préservation de l'environnement. Donc, de ce point de vue, le Gabon doit être rétribué au même titre que plusieurs autres pays du bassin du Congo, notamment la République démocratique du Congo, l'Angola, le Congo démocratique, le Congo Brazzaville et bien d'autres pays. Et ce sommet est donc important, non seulement pour le Gabon, mais pour le reste de la communauté internationale. On revient avec vous tout à l'heure, professeur Clotaire Messi-Menang. Mais les populations, il faut dire au niveau des populations rurales, ont du mal finalement à bénéficier
parfois des retombées de ces sommets. Notamment, on a parlé tout à l'heure de celles qui sont impactées par le conflit homme-faune, sinon ceux qui vivent justement d'une agriculture de subsistance. Et parfois, justement, avec ce phénomène de conflit homme-faune, les populations deviennent de plus en plus précarisées. Comment faire justement que les retombées de ce sommet puissent bénéficier aux populations les plus vulnérables au Gabon? Bien. Moi, je crois d'abord qu'il faut regarder les choses depuis l'origine. Nous avons fait une erreur, c'est de nous être lancés de manière un peu précipitée dans ces politiques-là de conservation de l'environnement. Il n'y a pas longtemps, je crois au mois d'août dernier, j'étais à un colloque au Cameroun sur ces questions-là du lien entre le patrimoine et le développement. Donc, quel lien entre développement et patrimoine, puisque un certain nombre de pays africains se lancent dans des politiques de patrimonialisation. Voilà, donc ça suscite quand même des réflexions de plus en plus, n'est-ce pas, dans les milieux africains. Et à ce colloque, il y avait une autorité camerounaise qui était là et qui avait reconnu qu'au départ, vraiment, les pays africains se sont lancés sous un peu l'influence des Occidentaux, des ONG, des lobbies occidentaux qui ont poussé les pays africains un peu à engager, n'est-ce pas, des politiques de patrimonialisation. Et c'est ce qui fait que... C'est quoi la politique de patrimonialisation? C'est-à-dire les politiques de conservation, de préservation de l'environnement, de la nature, des espèces. Voilà. Comme on l'a fait au Gabon avec les 13 parcs, par exemple. Avec les 13 parcs. L'érection de 13 parcs au Gabon participe de cette politique de patrimonialisation. Voilà. De conservation du patrimoine, naturel, matériel et immatériel. Et on observe que dans la mise en œuvre de ces politiques, le volet social n'a pas été prévu. Moi, j'ai discuté avec les ONG au moment où je préparais cette conférence, y compris des ONG internationales qui sont établies, qui travaillent sur ces questions dans les différents parcs. Mes interlocuteurs ont reconnu qu'effectivement, ils n'ont pas pensé à la question sociale. C'est maintenant que cette question sociale intègre leur programme de conservation de l'environnement. Donc, vous voyez que on n'a pas pris vraiment toute la mesure de cette question. On s'est un peu précipité sous l'influence, n'est-ce pas, encore une fois, des Occidentaux, et on n'a pas eu suffisamment de recul pour regarder l'impact que ça pouvait susciter, l'impact, comme je disais tout à l'heure, pour regarder les retombées de cette politique de patrimonialisation. Et là, le Gabon est un peu coincé, parce que le Gabon a cru que en se lançant, en entreprenant une politique vraiment vigoureuse, dynamique, ça, vraiment, c'est, encore une fois, c'est en l'honneur du Gabon, que les partenaires internationaux, justement, qui faisaient pression aux pays africains d'entreprendre ce type de politique, allaient réagir favorablement en mettant à disposition du Gabon les subventions nécessaires pour accompagner ces politiques. Mais jusqu'aujourd'hui, ces subventions tardent à arriver. Et dans les politiques publiques au Gabon, on n'a pas prévu aussi, n'est-ce pas, la question du conflit homme-femme. C'est maintenant là qu'on essaye de légiférer là-dessus, alors que c'est un problème quand même qui se pose depuis, ou un problème qu'on aurait dû anticiper au moment où, justement, on interdisait à des populations l'exploitation des ressources dans des espaces qui leur sont traditionnels, dans les espaces où ils ont toujours investi, et du jour au lendemain se voir interdit d'exploiter ces espaces. Il fallait bien envisager que ça créerait des problèmes qui nous rattrapent aujourd'hui. D'accord. Alors, Jonathan Toutoumkom, est-ce que vous pensez que finalement, ce sommet est la bienvenue pour penser finalement à intégrer la question sociale qui serait au bénéfice des populations? Ben, effectivement, je pense qu'il vient de le dire. C'est-à-dire, on a mis la charrue avant les bœufs. On a anticipé sous l'influence des pays industriels ou des pays industrialisés et qui ont pris la mesure du danger. Et les scientifiques environnementaux aussi qui ont sonné l'alerte. Bon, il fallait faire quelque chose. Je pense que entre autres, le président Omar Bongo l'a fait en créant les 13 parcs nationaux au niveau du Gabon, en réservant 1% du territoire national à la création de ces parcs nationaux, avec des bassins protégés aussi. Mais on n'a pas tout de suite anticipé sur les questions liées à la responsabilité sociétale. Et de ce point de vue, nous pensons que au terme du sommet demain, un regard sera porté sur les questions sociales liées au vécu des populations qui sont impactées par cette question de préservation de l'environnement. Parce qu'il y a aujourd'hui des textes qui interdisent, par exemple, qui protègent un certain nombre d'espèces. Tout à fait. Et de ce point de vue, les pachydermes sont protégés, mais qu'une
de la vie des populations en zone rurale. Ça pose énormément de problèmes et je pense que ce sommet ne manquera pas d'évoquer ces questions pour proposer des mécanismes qui fassent en sorte qu'il y ait une cohabitation pacifique entre griffes, entre d'un côté les espèces et les espaces protégés et de l'autre côté les populations, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et de ce point de vue, l'homme doit être au centre de toute protection. Alors nous allons poursuivre justement avec notre deuxième sous-thème sur quelle politique militaire pour la France en Afrique, avant justement de discuter sur la nouvelle vision militaire de la France en Afrique. Nous allons vous proposer de suivre avec nous cet extrait. La logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois, sur le principe même de la co-construction, avec une diminution visible de nos effectifs et de manière concomitante, une montée en puissance de la présence dans ces bases de nos partenaires africains. Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement leurs besoins militaires et sécuritaires. Qu'ensuite nous accroissions notre offre de formation, d'accompagnement, d'équipement au meilleur niveau. Et ce partenariat nous permettra ainsi de bâtir un nouveau modèle d'intimité et d'imbrication entre nos armées qui se traduira par un effort accru de la France en matière, comme je le disais, de formation et d'équipement. Deuxièmement, ce nouveau partenariat, cette transformation suppose de changer notre manière de faire et de communiquer sur ce que nous déployons. Alors, il faut rappeler justement que les bases françaises, les forces françaises en Afrique sont présentes depuis les années d'indépendance. Aujourd'hui, dans ce nouveau partenariat, dans ce nouveau modèle, quelles peuvent être les réelles raisons qui ont motivé le président français à redéfinir la politique militaire de l'armée française, sinon des bases françaises au Gabon? Jonathan Toutou, avec vous. D'abord, la France n'a pas de choix que d'opter pour une nouvelle orientation de sa politique militaire en Afrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, la France constate qu'elle n'est plus la seule force militaire en Afrique, notamment en Afrique francophone. Il y a aujourd'hui la présence, par exemple, de Wagner, qui est un groupe, qui est une milice privée, une milice militaire privée de la Russie, et qui a réussi à stabiliser la situation en Centrafrique, qui aujourd'hui a signé des accords de protection avec la quasi-totalité des pays africains. Des accords qui sont entrés en application, d'autres qui sont encore latents. Mais le cas le plus patent, c'est en Centrafrique. Le cas le plus patent, c'est au Mali, c'est au Burkina Faso. Et donc, la France est consciente... Est-ce que vous voulez dire d'une certaine manière, professeur, est-ce que vous voulez dire d'une certaine manière que la France a échoué sur ce terrain militaire? Nous ne pouvons pas dire de manière péremptoire que la France a échoué, mais on constate quand même certains échecs par rapport à certaines opérations militaires entreprises par la France. L'opération Sangaris, l'opération Barkhane ont connu des fortunes diverses, ont eu un bilan mitigé. Et de ce point de vue, la France est obligée de réorienter. Mais en même temps, pour mieux sécuriser les intérêts économiques, il faut donc adopter un dispositif sécuritaire adapté. Or, le dispositif sécuritaire tel que l'entendait la France de De Gaulle, de Foccart jusqu'à Hollande ne répond plus aux réalités actuelles. Et je pense que de ce point de vue, Emmanuel Macron peut donc avoir raison. Mais le vrai problème, c'est le respect de la souveraineté des États. Est-ce que la présence des bases militaires au niveau des États souverains en Afrique se justifie? Se justifie-t-elle cette installation des bases militaires africaines? Aujourd'hui, on parle de 6 000 militaires français stationnés dans les différentes bases. Et il a promis diminuer ses effectifs de 6 000 soldats français en épargnant la base de Djibouti. On comprend donc, parce que la question de la sécurisation du delta
du canal de Mozambique, de la mer Rouge, et puis le passage dans la Méditerranée se justifie pour atteindre l'Europe à partir du détroit de Gibraltar, pour des questions de trafic maritime. Ça se comprend. Mais maintenant, au niveau des autres pays, on assiste à la diminution, à la transformation de ces bases en académies. Nous espérons que cela donnera le dispositif militaire efficace qu'on veut reconnaître à la France, mais qui ces derniers temps a péché par des échecs que nous avons observés en Centrafrique, au Mali et au Burkina Faso, où les forces françaises ont été priées de plier bagages, ce qui constitue peut-être une gêne pour l'ancienne puissance coloniale. Professeur Clotaire Nicaise, est-ce que ce n'est pas aussi une raison qui a motivé Emmanuel Macron justement de redéfinir la politique militaire en Afrique, notamment avec le retrait des troupes au Burkina Faso et au Mali également? Je crois que le collègue a déjà bien campé le décor, hein. C'est vraiment cela. Je voudrais simplement ajouter que quand vous lisez bien le discours d'Emmanuel Macron, et je l'ai indiqué tout à l'heure en introduction, moi j'observe que c'est un discours dont la vocation est d'éteindre certains feux, hein, du sentiment anti-français. Et un des feux, c'est la question sécuritaire. C'est la question sécuritaire, sur laquelle la France est engagée, hein, dans pas mal de théâtres d'opérations. Et aujourd'hui, à la suite de ces opérations, il y a un sentiment, hein, n'est-ce pas, qui naît chez les Africains, et qui, il faut le dire, hein, qui consiste à considérer que ces opérations n'ont pas donné les résultats espérés par les populations en termes de sécurité, en termes de sécurisation, n'est-ce pas, des espaces de conflit. Donc, du coup, la problématique de la présence française, de la présence militaire française dans certains espaces du précaré s'oppose. Et donc, le président français qui entend ces critiques, hein, parce que à chaque fois, moi je suis le discours, souvent il fait référence à ses voyages en Afrique, hein, au Burkina, au Cameroun, il fait référence à ses discussions avec la jeunesse, hein, discussions au cours desquelles justement le président français était interpellé sur ces questions. Et donc moi je crois que là, c'est une forme de réponse, n'est-ce pas, à ces feux, hein, qui alimentent le sentiment anti-français que le président Emmanuel Macron a apporté en indiquant un certain nombre de réformes que la France entend opérer dans sa présence militaire, n'est-ce pas, en Afrique. Moi, je crois encore une fois que nous ne pouvons pas faire l'économie, hein, dans ce débat, hein, vraiment très objectivement, nous ne pouvons pas faire l'économie du regard africain. Vraiment, je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est la France qui s'exprime. Qu'est-ce que vous entendez par l'économie du regard africain? C'est la France qui s'exprime. C'est le président français qui s'exprime par rapport à des échos qui lui proviennent de l'Afrique sur la politique sécuritaire de la France, sur la présence militaire française dans certains pays africains. Ça, c'est les orientations que donne la France. Par rapport à un certain nombre de contestations, de critiques qui sont entendues. Maintenant, dans ce débat, la France ayant ouvert la porte, je crois qu'il nous appartient aussi, nous, élites africaines, nous, universitaires africains, nous, dirigeants africains, n'est-ce pas, de nous saisir de cette problématique et de voir justement avec le partenaire tutélaire français dans quelle mesure on peut justement revoir ces questions de la présence française. Moi, je crois que un des éléments vraiment de ce débat, qui fait partie justement de ces critiques, c'est la question du franc CFA. Le président français s'est exprimé là-dessus. Il a dit, si les dirigeants français le veulent, nous, la France, nous sommes prêts pour une réforme du franc CFA. Mais jusque-là, sauf si je ne me trompe, je n'ai pas entendu la réaction d'un seul dirigeant africain. Jusque-là, on n'a pas... Certainement que ça va suivre le cours, puisque le discours n'était fait que seulement lundi, donc certainement... Les éléments du débat sont là quand même depuis quelques années, au moins depuis 2017, que le président français a lancé ces éléments lors de ce voyage au Burkina Faso et de cette discussion avec les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Donc, c'est quand même des éléments qui sont sur la table, qui sont dans l'espace public. On entend des activistes, la diaspora, des intellectuels, des universitaires, à chaque fois tenser la France sur ces questions. Mais on les entend très peu sur la réaction des dirigeants africains. Que font les dirigeants africains sur le franc CFA? Que disent-ils? Que pensent-ils? Emmanuel Macron a fait un discours, ça fait 2 jours. Je n'ai pas entendu une réaction. C'est quand même problématique. J'observe tout simplement que nous nous contentons de critiquer la France, d'indexer la France, d'estimer que la France n'est pas allée loin, que rien n'a changé, que rien n'a évolué, que c'est la même chose. Mais Professeur, excusez-moi. Est-ce que ce mutisme aujourd'hui de certains chefs d'État africains
ne se justifierait pas aussi par le fait que ces derniers, on va dire d'une certaine manière, seraient ou auraient été adoubés d'une certaine manière par la France? Oh non, ça veut donc dire que, en réalité, du côté africain, il n'y a pas de rupture avec la France-Afrique. Ben, c'est vous qui... Oui, c'est ce que ça veut dire. Puisque de manière décomplexée, le président français dit il n'y a plus de France-Afrique. C'est fini le précaré. Ça, c'est dans la forme. Non, et dans le fond, est-ce que c'est la même chose? Non, attention. C'est dans la vision politique. Permettez qu'il poursuive, après on revient vers vous. Oui, je pense que dans un discours, il y a ce qui est dit, il y a des non-dits, surtout dans un discours politique. Quand Emmanuel Macron affirme que la France n'a plus de précaré et que la France n'arrive pas à se dessaisir de l'étau autour du franc CFA, je pense que le précaré se justifie encore. Sinon, regardez les avoirs des pays africains retenus au niveau de la Banque de France, vous comprendrez que le comportement paternaliste se poursuit. Mais je pense que nous étions toujours sur le volet sécuritaire. Vous savez que la France porte la responsabilité de la déstabilisation de la Libye. Et de ce point de vue, c'est cette déstabilisation de la Libye qui a causé les problèmes sécuritaires au niveau de la bande sahélo-sahélienne avec la circulation des armes à partir de la Libye. Donc le djihadisme a trouvé un terreau au niveau des bases arrières, au niveau des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme la Guinée-Conakry, le Niger qui continue de subir aujourd'hui les assauts des djihadistes. Donc de ce point de vue, la France est obligée de revoir sa vision sécuritaire au niveau de l'Afrique parce qu'elle est accusée d'avoir déstabilisé cette partie du continent africain. Et de ce point de vue, la France doit se faire bonne conscience en revisitant ces principes sécuritaires en Afrique et en les orientant. Maintenant, par rapport à cette question, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui a des intérêts qui sécurise ses intérêts. La France a encore des intérêts en Afrique, même si ses intérêts tendent à s'éroder. Et de ce point de vue, elle est obligée... on va dire, quand même. Claire de ses intérêts, mais l'uranium au Niger est exploité par Eramet. Le pétrole au Gabon est exploité quand même par Total, même si à un moment donné, les parts sont déjà éparpillées. La question du manganèse au Gabon, c'est Eramet dans l'industrie d'électrification et bien d'autres industries. Le manganèse est exploité par Eramet. La France a encore pas mal, même au niveau des BTP, la France a encore pas mal de marchés en Afrique. Il n'y a qu'à voir le nombre de ressortissants français. Donc, sur le plan sécuritaire, la France ne peut pas ne pas réorienter ses principes sécuritaires, son dispositif sécuritaire, au risque de voir son dispositif économique voler en éclats. Et de ce point de vue, la France est accusée de plusieurs mots, notamment le mal de la déstabilisation de la Libye et de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Et de ce point de vue, la France est obligée, si elle veut se maintenir, de revoir son dispositif sécuritaire en Afrique. Et à partir de ce moment, il y a la question du droit international, le respect de la souveraineté des États et donc la présence massive des militaires français avec des fortunes diverses ne se justifie pas aux yeux d'une certaine opinion. Je termine en vous disant que la France pratique une démocratie d'opinion et la France tient compte de tout ce qui est dit sur elle et réoriente sa politique en fonction de cela. Vous avez des questions d'environnement qui aujourd'hui font débat en France avec des leaders comme Nicolas Hulot, avec les Beauvais et même un parti écologiste qui se porte les Verts en France. Donc, de ce point de vue, le sommet de Libreville est non seulement un sommet d'ordre environnemental, mais aussi en se référant au discours de Macron, eh bien, ce sommet, cette présence de Macron dans 4 pays d'Afrique centrale se veut une tentative de reprise en main de la présence française qui est largement concurrencée aujourd'hui sur le plan économique par la Chine, par l'Inde, par d'autres pays, par la Turquie et sur le plan militaire par la Russie. Et d'ailleurs, c'est sur ce point avec la Russie, Emmanuel Macron, dans son discours, si vous me permettez, professeur, a dit, je cite, « Wagner est un groupe criminel dont l'objectif est de protéger les régimes défaillants ou putschistes. » Alors, que pensez-vous justement de ces propos avancés par le président français? Bon, écoutez, moi, ma position, elle est simple. Je ne suis pas pour déshabiller Paul
et Abbé Pierre. Et c'est ce qui me gêne un peu dans les réflexions un peu des collègues et des africanistes. On a le sentiment, et c'est un peu gênant, et d'autant plus que ça devient une espèce de rengaine, ça date depuis les indépendances. On a le sentiment que la France est responsable de tout. Et moi, ça me gêne d'entendre ce type de discours. Oui, ça c'est un aspect de la réalité. C'est un aspect de la réalité. La France a des intérêts. Et en bon gestionnaire de ces intérêts, la France a un déploiement militaire qui existe depuis les indépendances. Très bien. Mais honnêtement, en toute objectivité, est-ce que nos États peuvent de manière souveraine assurer la sécurité de nos territoires? Il y a aussi une défaillance de l'État dans ses missions régaliennes qui est infâme. Et qu'on ne peut même mettre ça sur le dos seulement de la France. Il faut aussi qu'on ait le vrai débat. Le débat doit être global. Il doit être, puisque j'espère que le but du débat, c'est qu'on puisse appréhender, on puisse comprendre, on puisse, n'est-ce pas, essayer de chercher des voies de développement, des voies d'autonomie, de souveraineté. Mais est-ce qu'on peut parler de souveraineté quand un État n'arrive pas à assurer sa propre sécurité et qu'elle doit recourir à des puissances étrangères, fussent-elles françaises ou autres? Donc, le débat n'est pas la France. Mais le professeur Voilà. Jonathan Toutoum développait tout à l'heure que la crise aujourd'hui qui bat quand même, on va descendre au niveau de la Libye, est d'une certaine manière causée par la France. Donc à ce niveau, et c'est la première crise, que l'Afrique a connue. C'est pas la première. Il y a, avec l'histoire, on va dire aujourd'hui avec la mémoire, avec l'histoire, est-ce que à l'époque au niveau justement de certains États africains, avec tout ce qui s'est passé comme la déstabilisation de certains régimes au pouvoir, la France d'une certaine manière n'y a pas participé? Mais est-ce que vous vous rendez compte, chers collègues, monsieur, que la plupart des opérations militaires en Afrique sont financées par les Occidentaux? Donc elle peut être responsable de la question d'insécurité que nous vivons aujourd'hui. La plupart des opérations militaires sont financées par les Occidentaux. C'est une réalité indéniable. Où sont les Africains? Où sont les Africains? Les Africains commandent et la technologie, et les ressources humaines, les ressources matérielles, les finances. Et ça ne nous gêne pas. On voit que oui, la France a déstabilisé la Libye. Oui, c'est un fait incontestable. Mais moi, je vous parle de politique sécuritaire des pays africains. Je vous parle de la capacité des pays africains, n'est-ce pas, à assurer encore une fois leur rôle régalien de gestion de l'État, de défense de l'État. Est-ce que nos États, du fameux précaré, sont aujourd'hui en mesure de le faire, sans recourir aux Occidentaux? On ne peut pas faire l'économie de ce débat. Si nos États aspirent à la souveraineté, si nos États aspirent à devenir justement des États puissants, des États qui comptent dans le concert des nations. C'est ce que je dis. Et je dis que sur ce débat, sur ces questions sécuritaires, c'est comme les questions de monnaie, c'est comme les questions économiques, c'est comme des questions d'ordre social, nous ne pouvons pas faire l'économie de notre responsabilité. Voilà mon point de vue. Alors nous allons poursuivre avec le troisième point de notre échange, c'est sur la contribution des entreprises françaises dans l'économie africaine. Alors, professeur Jonathan Toutoum, quel est le niveau d'échange entre l'Afrique et la France dans ce domaine? Je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais vous remarquerez que jusqu'en 2017, la France, au niveau de ses échanges avec l'Afrique, était le premier partenaire africain. À partir de 2017, la France a été larguée par l'Allemagne. Les échanges aujourd'hui entre l'Afrique et la France sont descendus autour de 5%. Donc, de ce point de vue, vous remarquerez la perte d'influence de la France au niveau des échanges économiques avec l'Afrique, où les premiers partenaires sont les BRICS. Aujourd'hui, la Chine talonne. La Chine, il y a l'Inde, il y a des pays comme Singapour, il y a des pays comme la Malaisie, la Turquie, qui sont en train de concurrencer véritablement la France au niveau des échanges. Donc, de ce point de vue, là aussi, la France doit revoir son dispositif entrepreneurial au niveau avec les États africains. Je me montre un peu sceptique par rapport au développement que le collègue venait de faire en voulant dédouaner la France des mots sécuritaires qu'il y a. C'est indéniable aujourd'hui. On sait que si l'Afrique de l'Ouest a été déstabilisée, la France
en est partie prenante à partir de son conflit, à partir du conflit entre d'un côté Muammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy. C'est indéniable. Tout le monde le sait, les bouquins ont été publiés là-dessus. Mais ce que nous disons, c'est que autant les pays africains n'ont pas une assiette technologique assez développée pour pouvoir assurer leur sécurité, autant nous disons que une guerre ne naît pas ex nihilo, une déstabilisation ne naît pas ex nihilo. La preuve, ce qui se passe en République démocratique du Congo est non seulement le fait des acteurs intra-étatiques congolais, mais aussi des acteurs interétatiques, des acteurs invisibles extérieurs qui veulent s'accaparer des richesses du sol et du sous-sol congolais. Et de ce point de vue, les puissances occidentales ne peuvent pas, sous couvert d'une protection sécuritaire, venir s'accaparer des richesses d'un continent sans pour autant payer la juste partie. Ce n'est pas parce que le Gabon, la Guinée équatoriale ou le Cameroun ne peuvent pas assurer leur propre sécurité qu'une implantation d'une armée étrangère se justifierait au sein de nos États. Je ne pense pas. Où est donc le respect de la souveraineté? Est-ce que l'armée française, est-ce que la France a établi sa base militaire au Vatican? Est-ce que la France a établi sa base militaire en Suisse? Pourquoi c'est Mais pourtant, ces pays-là n'ont pas une capacité technologique pour pouvoir défendre leur territoire. Ces pays-là n'ont pas une capacité technologique ou militaire à pouvoir se défendre. Mais pourquoi? Juste le respect du droit international. Un État est un État. Faible soit-il sur le plan militaire ou pas, c'est le respect de la souveraineté aux yeux du droit international. Et de ce point de vue, la France, comme les États-Unis, comme toute autre puissance, ou la Russie, doivent respecter la souveraineté des États, même si ces États n'ont pas la capacité technologique nécessaire de pouvoir se défendre. Ce qui défend les faibles, chers collègues, malheureusement, c'est le droit international. Voilà. C'est le droit qui défend les faibles. Et le respect du droit fait en sorte que les pays africains méritent le respect. Mais je ne suis pas pour ceux qui optent pour la coopération avec la Russie. Parce que je l'ai toujours dit, je n'ai pas souvenance d'un pays africain ou d'un leader africain qui aura suivi le communisme à l'époque de l'ex-URSS qui a été développé. Donc de ce point de vue, je suis d'accord avec le collègue, je ne suis pas pour déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc la coopération avec la Russie n'est qu'une coopération militaire au même titre que d'autres coopérations visant la recherche des intérêts, tout simplement. J'ai bien compris justement votre développement sur ce point. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé justement sur la vision économique française en Afrique aujourd'hui. Nous allons suivre un extrait avant de poursuivre justement avec ce point. Regardons. Est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire, on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat. Et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Je ne dis pas que tout le monde est parfait. Et parfois, nos partenaires africains ne sont pas non plus au rendez-vous de ce qu'ils nous avaient promis à tel ou tel endroit de l'administration. C'est une réalité. Je sais leur dire. J'ai du mal à leur dire quand nous, on n'est pas au rendez-vous. Et donc là, il faut qu'on ait un réveil collectif sur ce terrain-là, parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Je souhaite aussi qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs français, africains, franco-africains, se projette dans de nouvelles coopérations et dans une nouvelle philosophie qui doit être celle de la co-industrialisation. C'est le sens même du programme Pass Africa. Je sais qu'il y a plusieurs lauréats qui sont ici présents, qui est un programme à mes yeux très important qui va nous permettre de développer justement cet entrepreneuriat. Et au fond, c'est cette logique de bâtir aussi, d'aider les nouveaux acteurs et au fond de tirer profit, dans un sens très pragmatique, du fait que la France est forte de ses diasporas et qu'elle a aussi des réseaux d'entrepreneurs qui ont un pied sur le continent africain, qui le connaissent, qui ont leur propre connexion. On doit simplement les mettre en capacité, les aider à déployer leur activité et leur réussite sur ce continent. Alors, Emmanuel Macron vient de le souligner, pour lui, dans sa vision justement de la nouvelle politique économique de la France en Afrique, il parle d'une nouvelle philosophie de la co-industrialisation entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. Est-ce que vous pensez, Monsieur Clotaire Messi, maintenant, qu'à ce niveau, la question justement d'égalité entre les entreprises françaises et les entreprises africaines, sinon,
de la zone francophone seront capables, on va dire, de rivaliser avec ces grosses multinationales françaises? Bien, là encore une fois, c'est une orientation de la France. C'est une orientation de la France. Je voudrais souligner que il y a quelques années, et là c'est un peu l'historien qui parle, il y a quelques années, le collègue l'a dit, la France était très présente dans le domaine économique. Très présente. Les échanges avec la France étaient les principaux échanges que le pays avait, de manière globale, les pays du précaré. Ça, c'est une réalité historique. Il y a même quelques années, un certain nombre de matières premières étaient dites stratégiques. Et donc, le Gabon n'avait pas la pleine souveraineté sur ces matières premières. Aujourd'hui, la donne a changé. Donc, il y a eu des évolutions. Ce que je veux dire, c'est que dans ces évolutions, il y a quand même, et ça je voulais le faire remarquer à mon collègue, il y a quand même eu une part d'initiative des Africains. Aujourd'hui, si le Gabon peut commercer, peut échanger avec les Chinois, avec les Malaisiens, avec les Brésiliens, avec les Russes et bien d'autres pays émergents ou déjà industrialisés, c'est qu'il y a une volonté des autorités gabonaises de diversifier les partenaires économiques. Ce n'est pas la France qui a demandé aux Gabonais d'ouvrir les permis forestiers, les permis pétroliers aux Chinois, par exemple. Ça, c'est une volonté des Gabonais. Et je me rappelle, lorsque le président Ali Bongo, du reste, son premier mandat, a manifesté cette volonté de diversifier les partenaires. Et le fait pour le Gabon de rentrer aujourd'hui au Commonwealth, c'est quand même un élément de souveraineté que le Gabon a exprimé. Donc c'est pour dire que nous avons une part d'initiative dans cette affaire. Et que nous ne sommes plus dans cette configuration, n'est-ce pas, d'une relation figée France-Afrique, où c'est la France qui dicte tout, où c'est la France qui commande tout, où c'est la France qui influence tout, et que les Africains, en l'occurrence les présidents africains, ne sont là que des bénis oui-oui pour appliquer, n'est-ce pas, les injonctions qui viennent de l'Élysée. Je crois que la situation a beaucoup évolué. Il faut que nous sortions aussi un peu de ces schémas pour dire qu'il y a une initiative africaine. Tout dépend de la réponse que nous allons apporter. Tout dépend de notre capacité. La France nous propose un partenariat sur le plan économique. Comment nous répondons à ce partenariat? Moi, ce sont des questions qui m'interrogent. Je ne suis pas spécialiste d'économie. Je ne connais pas la capacité des entreprises gabonaises à tisser des partenariats ou à rivaliser ou à concurrencer ou à évoluer de manière égale avec les entreprises françaises. Ce que j'observe en analyste, c'est qu'il y a une opportunité qui est ouverte dans l'évolution de la relation France-Afrique. Il nous appartient à nous de nous saisir de cette opportunité et de voir comment elle peut nous être profitable. Puisqu'on parle de partenariat gagnant-gagnant. Alors, professeur Jonathan Toutoum, est-ce que vous pensez que finalement la situation a évolué? Est-ce que finalement les pays africains jouissent-ils véritablement des dividendes de leurs matières premières? On parle par exemple du cas du Gabon avec le pétrole, qui, selon certaines sources, ne profiterait que de 10% justement de revenus pétroliers. Non, mais je pense que lorsqu'on prend la peine de lire les contrats pétroliers, je pense qu'il y a certaines affirmations qui sont tout à fait gratuites et sans fondement. Sans fondement. Pour avoir travaillé à la Direction générale des hydrocarbures moi-même, parce que les questions pétrolières relèvent un tout petit peu de mes compétences. Je pense que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'il faut dire, c'est que les Africains aussi ont brillé parfois par la distraction de ce qui était mis à leur disposition. Vous savez, c'est d'abord, la France est un pays capitaliste. Et en dehors d'une nationalisation, la plupart des entreprises n'appartiennent pas à l'État français. Même, c'est des entreprises tout à fait privées, même si la France joue un rôle de recherche des marchés, ce qu'on appelle la géoéconomie, c'est-à-dire les États essayent de soutenir la recherche de l'octroi des marchés pour des sociétés qui sont d'origine chez eux. Mais ce ne sont pas des entreprises qui appartiennent à 100% aux États. C'est de l'initiative privée. Donc, mais est-ce que les pays africains profitent des dividendes de leurs matières premières? Je dirais non. Je dirais non. Et là, il y a plusieurs facteurs croisés. Il y a, par exemple, la question de la fixation des prix au niveau du marché international. Il y a la question liée au terme de l'échange, les monnaies de change, notamment
le dollar et aujourd'hui l'euro, il y a un certain nombre de paramètres qui fassent qu'à un moment donné, les États africains ou bien une certaine opinion africaine a l'impression, à juste titre, que le profit n'est pas de mise au niveau de l'exploitation des matières premières africaines. Mais il faut une certaine volonté politique, il faut corriger cela, il faut, comme le nouveau partenariat proposé par la France, il faut la revisitation des contrats d'exploitation de nos matières premières. À ce moment, les États africains doivent faire prévaloir leur souveraineté. Mais si vous allez négocier un contrat en position de faiblesse, parce que vous avez par exemple des tensions de trésorerie et que la première occasion qui vous est offerte, vous signez, à ce moment, vous causez des problèmes. Donc, de ce point de vue, je pense que le nouveau partenariat gagnant-gagnant que nous souhaitons tous doit nous amener à revoir, par exemple, les contrats que nous signons au niveau de l'exploitation de nos matières premières, au niveau de l'exploitation du bois, du manganèse, de l'uranium. Enfin, ça dépend des richesses de chaque pays. Et à partir de ce moment-là, il faut faire preuve aussi d'une bonne gestion. Parce que, de l'autre côté, on peut nous dire, oui, si vous ne profitez pas, mais à quoi a servi la ressource qui a été mise à votre disposition? Donc, les Africains aussi, de ce point de vue, ont une part de responsabilité dans le non-profit de leurs ressources premières. Alors, compte tenu... Si vous permettez, je voudrais juste citer une mesure en 2 secondes. En 2009, le président Bongo a pris un décret interdisant l'exportation du brume de bois. Donc, par ce décret, il a contraint les entreprises forestières, qui pour la plupart étaient françaises, très bien, et même une deuxième, et même une troisième. C'est ça que j'appelle l'initiative africaine. Et je ne pense pas que les entrepreneurs français étaient contents d'une telle mesure. Ils ont dû s'adapter. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont dû s'adapter. C'est à nous. Oui, Bongo est une décision d'indépendance économique qui méritait d'être applaudie, interdire l'exportation des bois du Grume. Et moi qui suis d'un département, dans le département de Lokano, 20 sociétés forestières, on voit des unités de production qui sont implantées partout, accordant donc une plus-value, à cette exploitation forestière, en créant des emplois directs et indirects. C'est des industries moyennes qui sont nées partout, qui sont implantées partout, tout le long de la route, de la route nationale. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est ce genre d'initiative qui doit être de mise par rapport à l'exploitation des richesses au niveau des pays africains. Mais maintenant, si vous pensez qu'en se servant de la technologie européenne ou orientale, il faudrait que tout soit exporté, à ce moment, ça pose des problèmes au niveau de l'économie, des économies africaines. D'accord. Allez, outre justement cette question économique, nous allons aborder le volet culturel justement qui a fait également partie d'une des déclarations de la vision française au niveau de l'Afrique. Alors, où justement cette question de la restitution des œuvres d'art en Afrique, est-ce qu'il y aurait finalement, on va dire, d'autres choses que le président français proposerait à l'Afrique, notamment dans les domaines de l'éducation et bien d'autres? Avant de pouvoir justement débattre, je propose de suivre un extrait et nous allons échanger juste derrière. La bonne nouvelle, c'est que, au fond, c'est vous, davantage que le président de la République, qui êtes attendu en Afrique. Et c'est le message très clairement qui a été donné au sommet de Montpellier. C'est aussi le message que j'ai entendu partout en Afrique et encore en juillet dernier, en dialoguant avec de jeunes Camerounais. Plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés. Tous ont la même interpellation. Où est la jeunesse française dans ce partenariat? Où sont les écoles et les universités françaises? Pourquoi les entrepreneurs français n'investissent pas encore davantage? Pourquoi l'équipe de France de football et les clubs français vont-ils jouer partout dans le monde, sauf en Afrique? Pourquoi les musées français ne travaillent pas davantage avec nous? C'est aussi pour ça que vous serez à mes côtés. Car seul, je n'ai pas les réponses à ces interpellations. La question de la restitution des œuvres d'art africaines, également au centre de la nouvelle politique française, depuis 2017 d'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait annoncé. Est-ce que déjà depuis justement cette politique de restitution des œuvres d'art en Afrique, prise depuis 2017, suit véritablement son parcours? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement Emmanuel Macron a d'une certaine manière tenu à ses engagements sur ce point? Bien. Encore une fois, comme moi je le disais, moi j'ai un fil conducteur dans ces échanges. Là aussi, nous avons une réponse de la France par rapport à une critique de la jeunesse africaine, une critique
de l'élite intellectuelle, l'élite culturelle africaine. Vous l'avez relevé, c'est à Ouagadougou que cette question-là de la restitution des œuvres d'art a été posée et le président français avait pris l'engagement d'opérer une réforme dans ce domaine-là. Bien, dans le discours, de ce que j'ai compris, il indique qu'il y a une loi cadre qui va être prise et qui va essayer justement d'encadrer, n'est-ce pas, le processus de restitution des œuvres d'art, qui a déjà commencé. Sauf qu'il a été buté à cette problématique de la réglementation. Parce qu'enfin, une réglementation sur les œuvres d'art qui protège les œuvres d'art. On ne peut pas prendre une œuvre dans un musée et puis on l'amène en Afrique parce que ça vient d'Afrique. Non, il y a une réglementation. Et je crois que dans cette réglementation, il y a une disposition qui indique que, justement, les œuvres d'art sont protégées, sont sécurisées. On ne peut pas les restituer comme cela. Donc, il faut une loi. Et le président français, de ce que j'ai compris, est en train de travailler, n'est-ce pas, pour prendre cette loi à la suite d'une commission, déjà qui avait mis en place. C'est quand même 6 ans après. Mais bien sûr, bien sûr. Pourquoi autant de temps pour des choses aussi... Bien sûr, on peut critiquer le rythme. Mettre en une année, en 2 années. On peut critiquer le rythme, la lenteur, mais il y a une volonté de répondre. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dédouane pas la France, mais je dis qu'il y a une volonté de répondre. Et les Africains sont tout à fait légitimes de poser ce problème, encore une fois. Ils sont légitimes de réclamer. Voilà. Et j'ai entendu le président français indiquer qu'il espère que d'autres pays africains vont se lancer dans le processus, comme la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, vous avez suivi le discours. Il espère que d'autres pays africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire, vont se lancer dans cette politique-là de restitution. Le Bénin, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a encore des pays qui traînent, il y a des pays qui ne sont pas encore préparés, parce qu'une autre question est très bien, on rapatrie les œuvres d'art, et après on les met où? Bon, au niveau du Gabon, il faut dire quand même qu'il y a un musée qui a été d'une certaine manière redoré, sinon modernisé par l'actuel Premier ministre à l'époque, ministre de la Culture, Alain-Claude Bilimizé pour ne pas le citer. Il faut dire justement qu'au niveau du Gabon, il y avait quand même un max, le max Nguil du peuple Fon, qui a été vendu justement en France, je pense, l'année 2022 à plus de 4,2 millions d'euros, sinon près de 3 milliards de francs CFA. Est-ce que le Gabon peut espérer finalement un retour de ces œuvres d'art en Europe? Mais nous pensons que tout est une question de réglementation. Il y a déjà un effort qui est fait dans ce sens, un effort relatif au retour des œuvres d'art auprès des pays africains. Je pense à commencer par le Bénin. Mais vous savez, un processus, ces œuvres d'art ont été emportées il y a plusieurs années, peut-être depuis la colonisation. Donc, la période de déportation de ces œuvres a tellement duré que ce n'est pas les 6 ans de retour qui vont nous faire perdre la patience. Je pense qu'il faut que les pays africains mettent en œuvre des structures qui accueillent ces œuvres-là, en même temps qu'il y ait une certaine réglementation au niveau des pays africains aussi, tout comme au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident. Il y a déjà la mise en place de cette réglementation pour un retour efficient de ces œuvres d'art. Mais vous l'aviez souligné, par exemple au niveau du Gabon, il faut reconnaître Alain-Claude Bilimizé, à l'époque ministre de la Culture, le fait d'avoir modernisé le musée national. Et c'est ce qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui, si l'Occident consent à nous restituer nos œuvres d'art, eh bien, nos œuvres d'art ne seront pas sans domicile fixe. Donc, de ce point de vue, moi, je pense qu'il y a d'autres questions culturelles qui méritent d'être évoquées, notamment la défense de la francophonie. Il faut aujourd'hui une réorientation parce que c'est déjà une alerte. Le fait que certains pays cherchent à prendre leur adhésion au niveau du Commonwealth, ce qui peut permettre de s'interroger aussi sur l'avenir de la francophonie. Vous avez un pays comme la République démocratique du Congo qui est, je vous l'ai dit, le premier pays d'expression francophone avec plus de 80 millions d'habitants. Et de ce point de vue, mais ce pays à l'Est, aujourd'hui, par le Swahili, est influencé, a subi l'influence anglaise. Et de ce point de vue, et même sur le plan monétaire, on parle beaucoup plus du dollar en République démocratique du Congo que du franc. Donc, à partir de ce moment, il y a ces questions culturelles, économiques, qui méritent d'être revisitées par la France au niveau des universités, par exemple. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les étudiants africains payent la scolarité plus chère? Je pense qu'à l'époque où peut-être le professeur Messi et moi, nous étions en France, nous ne payons pas aussi cher la scolarité.
ceci tend à décourager aussi les étudiants africains à aller poursuivre leurs études en France. Et si tel est le cas, ces étudiants auront dû tourner vers le monde anglophone, vers les universités anglophones qui sont, ceci dit en passant, les plus performantes d'après ce qui se dit. Mais si en plus on est amené à démotiver les Africains francophones à se rendre en France dans les universités françaises, c'est une manière de tuer aussi la langue française et de désintéresser les jeunes Africains à la pratique de la langue française à travers leur fréquentation dans les universités françaises. Il est peut-être temps aussi que les pays africains développent des universités de qualité performantes pour permettre justement à leurs propres étudiants de bien apprendre chez soi et moins dépenser. Professeur Clotaire, nous allons à la fin de cette émission, peut-être un dernier mot en 1 minute pour clôturer justement vos derniers propos de cette édition spéciale. Très bien. Je voudrais tout simplement dire que la politique africaine de la France connaît des inflexions. Et avec ce discours du président Macron, nous avons une nouvelle inflexion de la politique africaine de la France. Et la France est tout à fait légitime pour opérer, n'est-ce pas, des évolutions en fonction des contextes qu'elle observe, en fonction de ses observations, en fonction des situations dans les pays africains qui structurent la relation entre la France et les pays africains. Ce que j'observe, c'est que cette inflexion nouvelle, n'est-ce pas, consiste à moins de politique. Vous l'avez remarqué, le président Macron a parlé sur 2 lignes des questions de démocratie et de droits de l'homme. Il s'est beaucoup plus focalisé sur le social, sur le culturel, sur même les questions de mémoire qu'on n'a pas évoquées. N'oubliez pas que la France aussi est en train de pacifier son passé colonial, notamment avec la commission récente qui a été mise en place pour la guerre d'indépendance au Cameroun. Donc on voit bien là qu'il y a une politique africaine de la France qui consiste justement à rompre de manière éthique dans ces relations d'affinité, dans ces relations opaques, d'opacité, ambiguës avec les pays africains, et puis à s'orienter davantage vers les questions socio-économiques et culturelles et laisser les questions politiques aux dirigeants africains. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir, n'est-ce pas, comment les Africains ont reçu la transversale du président Macron. Jonathan Toutoum, votre mot de la fin sur justement la nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je dois noter que à chaque fois qu'un président français arrive à la tête de l'État, lorsqu'un Français arrive à la tête de l'État, il prononce toujours un discours qui désacralise, qui décomplexe les relations franco-africaines, mais à la fin, ce discours reste sous la forme intentionnelle. Ceci pour dire que, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre en France, les intérêts de la France restent des intérêts. Donc, raison au général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et quoi qu'on dise, il y a d'abord une question, c'est la question de la grandeur de la France. Il ne faut pas nous leurrer. La France est fière de sa grandeur et entend la conserver jusqu'au bout. Tout autre discours qui mettrait à mal cela serait de nature à fragiliser la projection de puissance française. Donc, de ce point de vue, je reste un peu pessimiste par rapport à tout ce qui a été annoncé, parce que Jacques Chirac l'a annoncé, Sarkozy l'a annoncé, Hollande l'a annoncé, toujours des relations politiques décomplexées entre la France et l'Afrique, mais au bout du compte, à la fin des comptes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, observons, attendons voir, et peut-être que mon pessimisme sera transformé en optimisme. Merci. Voilà, c'est sur ce mot du professeur Jonathan Toutoum que nous mettons un terme à cette édition spéciale. Merci d'avoir été nombreux à prendre l'antenne et nous regarder. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Nous débattons là sur les questions de la nouvelle politique africaine de la France. J'étais accompagné de 2 invités, notamment Jonathan Toutoum, docteur en géographie politique et géostratégie du pétrole, maître assistant CAMES des facultés, enseignant-chercheur au département de géographie à l'université Omar Bongo, analyse politique et par ailleurs également ancien membre du gouvernement. Nous recevions également Clotaire Messi-Menang, enseignant-chercheur au département d'histoire et archéologie de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Omar Bongo, maître de conférences CAMES en histoire d'Afrique, auteur de plusieurs ouvrages. Je vous retrouve pour un prochain numéro. À la prochaine.